Je vais commencer peut-être par remercier les organisateurs. En fait, j'ai été invité dans le cadre d'un projet qui s'appelle Laying the Groundwork for a Corpus-Based Dictionary of Old Babylonian, dirigé par Nello Ziegler et moi-même. Le titre de ma communication n'a pas beaucoup à voir avec ce projet, mais institutionnellement, c'était ça. Et ici, vous voyez brièvement les objectifs de ce projet. Je pense que je ne vais pas beaucoup m'arrêter là-dessus parce qu'il y aura une communication de Hervé Reculot juste après qui va parler plus des choses concernant la lexicographie paléo-babylonienne. Et moi, je vais passer à mon sujet qui est l'appurement des contes de Mukanyishum, l'intendant de Zimrilim. Ça se passe à Mari. Je ne vais pas raconter ce que c'est que Mari, je pense que c'est assez clair. Et donc, c'est en fait le résultat d'une recherche commune avec Grégory Chambon. Ça vient en fait dans notre projet franco-russe d'avant. Et c'est plus, comme je l'ai dit, lié à la comptabilité mésopotamienne qu'à la lexicographie. Voilà, je vais commencer par expliquer ce que c'est que l'appurement des comptes à la mésopotamienne. Ça s'appelle Nipitz Nikkasi. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne interprétation parce que l'idée principale de ma communication n'est pas dans la lexicographie, encore une fois, mais quand même un peu de lexicographie. Niptzum, c'est le fait de repousser, de pousser une chose, et Nikassis, ce sont les comptes. Et alors, on se demande pourquoi il faut les repousser. Il y a plusieurs explications, mais je préfère l'explication littérale, selon laquelle les Nikasu, dans un des sens de ce mot, parce qu'il y a plus d'un sens, évidemment, ce sont les calculis de Boulier, en fait. Il y a peut-être une confirmation dans un texte néo-babylonien, mais encore une fois, il ne s'agit qu'une hypothèse, et je pense que faire les comptes, ça veut dire de repousser les calculis d'un côté à l'autre ou quelque chose de semblable dans un contexte d'utilisation d'un vrai outil de calcul de ce genre. Voilà. En fait, c'est une procédure de la gestion comptable, évidemment, et c'est une procédure d'une importance majeure, en fait, une procédure clé de la gestion comptable. Je pense qu'on a sous-estimé l'importance de cette procédure dans les études sur la comptabilité mésopotamienne, sur les textes administratifs. Il y a un exemple d'un texte, d'une lettre de Marie publiée par Jean-Marie Durand, qui dit que, en fait, d'une façon négative, évidemment, qui présente l'appurement des comptes comme une raison pour laquelle un fonctionnaire peut être destitué. C'est-à-dire, si quelqu'un a raté cette procédure, il peut être destitué, et c'est un contrôle très important dans l'activité d'un fonctionnaire. Et voilà, ici, il s'agit d'une période de 5 mois. C'est significatif parce qu'en fait, il paraît que normalement, c'est une procédure annuelle. Donc, 5 mois, c'est une période insuffisante pour faire ce contrôle. Et normalement, ça se fait tous les ans. Voilà, c'est un texte qui en parle en détail. Voilà, on voit qu'il y a un contrôle de plusieurs fonctionnaires, peut-être tous les fonctionnaires d'un pays, et c'est un événement solennel, etc. Donc c'est quelque chose de central non seulement dans la comptabilité, mais aussi dans l'activité d'un fonctionnaire qui s'occupe de la gestion des biens. Et la plupart des fonctionnaires, civils en tout cas, ils s'occupent surtout de la gestion de biens, qui appartiennent au bout du compte à l'État, c'est-à-dire au roi, si on parle d'un cadre palatial en tout cas. Voilà. Et donc, ce n'est pas inconnu. Je vais le présenter pour rappeler ce que c'est en fait l'appurement des comptes. C'est-à-dire que chaque fonctionnaire, il reçoit des biens sous sa responsabilité, il les reçoit de différentes sources,
mais en fait, du point de vue de la comptabilité, il les reçoit du roi, parce que c'est le roi qui est le propriétaire ultime de ces biens impliqués dans la gestion comptable. Voilà. Cette recette, ils peuvent être formulés dans le document différemment. Il y a quelques exemples dans ce schéma. Et puis, le fonctionnaire, qu'est-ce qu'un fonctionnaire fait? Il dépense ce qu'il a reçu, il distribue ce qu'il a reçu. Mais il ne distribue pas n'importe comment, évidemment, il doit diffuser les biens qu'il a reçus à juste raison, avec des, en fait, d'une façon bien réglementée. Et il le fait, donc s'il a reçu de l'or, il le passe aux orfèvres pour faire des bijoux pour le roi ou la reine, etc., etc. Donc, il doit surtout dépenser, en fait, ces biens d'une façon correcte. Et voilà, il y a des documents qui parlent souvent des dépenses d'un fonctionnaire. Et puis, évidemment, il ne peut pas dépenser plus qu'il a reçu, logiquement. Il peut dépenser tout ce qu'il a reçu, ou il peut dépenser moins qu'il a reçu. Et s'il a dépensé moins qu'il a reçu, il a quelque chose qui lui reste, et ça s'appelle bashitum, le disponible qui lui reste. Et ce bashitum, il doit le présenter. Alors, j'ai reçu ça, j'ai dépensé ça, il me reste ça. Alors, en ce cas-là, tout coïncide, tout colle. Désolé peut-être pour en français un peu trop parler. Voilà, et voilà, c'est ce qui doit se passer normalement. Dans la vie réelle, ça ne se passe jamais facilement, mais aussi facilement, mais normalement, c'est ça. Alors, s'il a un déficit, s'il a dépensé moins qu'il a reçu, il ne peut pas justifier où est le reste. Il n'y a pas de document confirmant où est passé le reste. Il n'y a pas de document, il n'y a pas de bashitum suffisante. Alors, il a des arriérés. Il doit rembourser ce qu'il ne peut pas expliquer de sa poche, évidemment. Ou bien il sera exécuté ou quelque chose. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Évidemment, ça génère beaucoup de documents. Et je pense finalement que la grande majorité des documents comptables mésopotamiens a été rédigée pour la procédure d'appurement des comptes. Ce n'était pas le seul but de la comptabilité mésopotamienne, mais c'était le but principal, en fait. On peut nommer beaucoup d'autres buts, mais c'était le but principal. Et il est important de savoir, en fait, que ces dépenses et ces recettes et ces dépenses, ce sont les recettes et dépenses d'un fonctionnaire. Ce ne sont pas les recettes du palais, ce ne sont pas les dépenses du palais. Ça n'a aucun sens. Ça a un sens économique, mais pas de sens comptable. Ce sont des recettes et dépenses d'une personne. Et voilà, il paraît que, en fait, les documents, les bordereaux, ont été conservés en fonction de cette logique, parce que, en fait, on a des étiquettes, et ces étiquettes, ils montrent que les tablettes ont été conservées en fonction du fait s'ils sont des réceptions, des recettes ou des dépenses d'un fonctionnaire. Voilà un exemple d'une étiquette pour les réceptions d'un fonctionnaire. Et je ne sais pas, oui, normalement il y a des images. Voilà. Et voilà un exemple d'une étiquette, ou peut-être, oui, normalement c'est une étiquette, c'est publié par Dominique Charpin comme une étiquette. Donc c'est une étiquette. Et voilà, c'est une étiquette qui était suspendue à un contenant qui contenait les documents relatifs aux dépenses de Mukanyishu. Voilà, dépenses d'un type de bien, en ce cas-là, le bronze. Et ces documents, on connaît explicitement que ces documents ont été conservés avant l'appurement des comptes et aussi après l'appurement des comptes. Voilà un exemple d'une étiquette pour les tablettes qui ont été utilisées lors de l'appurement des comptes. Naptsatum, ça veut dire qui ont été repoussés dans un sens très, très métonymique en fait. Et ce sont les documents qui n'ont pas été jetés, ce qu'on pourrait attendre en connaissant que la plupart des tablettes qu'on trouve sont des tablettes jetées.
ou dans les remblais de sol, etc. Mais ils ont été conservés aussi délibérément, aussi après cette procédure. Et enfin, cette procédure, elle entraînait des récapitulatifs. Ça veut dire que les dépenses d'un fonctionnaire étaient rentrées sur une tablette, et ses réceptions aussi étaient rentrées sur une tablette, souvent sur la même tablette, et puis on faisait le bilan en comparant les deux à la fin. C'était peut-être pas obligatoire parce que, comme tout ce genre de procédure, toute procédure de ce genre, c'était surtout une procédure orale, parce qu'on criait le verbe chassou, on criait les dépenses, on criait les réceptions en faisant le nipitz nikassi. Mais des fois, on faisait des récapitulatifs pour voir en fait le résultat avant la procédure. Et alors, on a ce gros texte, ce texte très long, et on peut les comparer aux originaux, aux petits textes de dépenses et de réception ponctuelles. Et en comparant, on a des observations qu'on fait sur différentes choses, y compris sur la logique de la comptabilité mésopotamienne. Ce genre de comparaison a été fait plusieurs fois, par exemple par Marc Mandebirop, ici présent, pour les textes d'Our 3, retrouvés à Our, ou bien Amari Denis Lacambre a aussi fait des choses semblables pour les textes de bronze. Mais pour ce texte-là, que j'ai publié moi-même il y a déjà 11 ans, on n'a jamais essayé ça, donc je vais faire ça maintenant. C'est un récapitulatif de dépenses et de réception de Mukanishum, d'un fonctionnaire dont je vais parler tout à l'heure, et qui couvre une période de 2 ans et quelques mois. On voit que à Marie, ils étaient en retard, sans doute pour la procédure normale de l'apurement des comptes, qui était annuelle, mais en ce cas-là, ils ont remis ça plus tard. Je ne sais pas, les gens font ça tout le temps. Donc, c'est un document pluriannuel. Et 2 mots sur Mukanishum avant que je commence. C'est un fonctionnaire qui a un nom acadien et un patronyme amorite, qui est pas rare, Amari. C'est quelqu'un qui a été déjà étudié plusieurs fois, y compris dans l'étude pionnière d'Olivier Rouault, il y a déjà 45 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été publiées après. On connaît maintenant beaucoup plus sur Mukanishum. Il était un Shatamoum, intendant du palais de Marie, pendant la plupart du règne de Zimrilim. Pas au début, mais à partir de l'année 2, de la fin de l'année 2. Il était en même temps, il avait des titres de clerc et de courtisan. Il était responsable de stocks divers qui couvraient les textiles, la joaillerie, les armes, l'huile et beaucoup de choses. En fait, il était pas un fonctionnaire très important. D'autres fonctionnaires lui donnaient sans cesse des ordres. Donc, il était quelqu'un qui était plutôt un technicien, mais il avait le contrôle physique et actuel sur beaucoup de biens du palais. Il était aussi le patron des artisans du palais. Ce qui est le plus important, il est de loin le mieux documenté parmi les gestionnaires de Marie, parce que ses propres archives ont été retrouvées dans les salles 134, 135 et quelques autres dans la zone sud-est du palais, parce qu'il avait sans doute un bureau, il faisait ses papiers, ses argiles là-bas, et il copiait souvent, il avait souvent des copies de documents officiels qui étaient conservés en revanche dans la chancellerie royale, je dois ce terme à Dominique Charpin, pour les archives des salles 108 et 115. Donc les archives royales principales de Marie. Alors il est de loin le mieux documenté. Voilà, c'était un excursus sur Mukanishum. Et voilà le document clé que j'ai déjà montré, ce récapitulatif, son schéma. Je n'ai pas donné la transcription traduction parce que ça serait trop long et trop ennuyeux, mais voilà, c'est le schéma. C'est d'abord les réceptions qui sont organisées d'une façon un peu bizarre, parce que normalement, on prend les documents un par un, on les écrit sur une tablette, et puis voilà. Mais ici, ils ont été regroupés. Ce sont les dépenses d'argent, d'or rouge et d'or blanc, d'abord pour l'année 4,
Puis, il y a des rubriques un peu mystérieuses, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Puis, séparément, l'argent qu'il a reçu en fonction des rachats de prisonniers de guerre. Puis, un petit ajout sur les restes après la fabrication de vases et statues. C'est juste quelque chose qui a été fait à la fin, qui n'a pas été inclus dans les rubriques précédentes. Et puis, le total. Voilà, je ne donne pas les chiffres, c'est pour après. Les réceptions ont donné lieu à un brouillon. Donc, il y a un texte, il est sans date, il n'y a en fait aucun rapport dans la formulation avec l'apurement des comptes, mais grâce au fait qu'il est parallèle, on le voit, c'est un brouillon de ce grand récapitulatif. Et en fait, c'est bien parce que grâce à ce brouillon, qui est mieux conservé, on voit les chiffres qui sont dans l'original, qui étaient dans l'original. Voilà. Et les réceptions sont suivies par les dépenses. C'est assez étonnamment les mêmes formules, mais pas la même structure, parce qu'il y a à cette fois l'année 5 qui est au début, et ensuite il y a les 4 fois, ARA 1 cam, ARA 2 cam, etc. Et c'est en fait organisé en 4 fois, en précisant que la 4e fois est en rapport avec la fabrication d'un palanquin, nubalum, et la nature de ces fois n'est pas très claire parce que ça ne correspond pas à une année, parce qu'il y a moins d'années que de fois, mais c'est assez clair avec le nubalum, je vais en parler dans une minute. Voilà, il y a aussi le total, à cette fois il y a une date, il y a une précision que c'était fait à partir de 2 tablettes, le brouillon, et ces 2 tablettes n'ont pas été identifiées, malheureusement, mais on voit qu'il y a eu 2 brouillons de brouillons pour faire ça. Et puis, il y a séparément l'argent des achats sur 2 ans et 5 mois, qu'on voit en bas du slide. Et voilà, pour ce texte, on a un brouillon partiel qui couvre qu'une partie de ces achats. Et d'une façon intéressante, ce brouillon, en fait, il peut être daté doublement. Il a une date, qui est le mois 4 de 2007, mais il a aussi en fait des parallèles qui montrent que tous les textes de ce document, toutes les dépenses de ce document datent en fait de 2005. Donc, on a réuni ces textes 2 ans après. On a fait un récapitulatif, ce qui montre qu'il faut se méfier. Si un récapitulatif est daté d'une année, d'un moment, ça ne veut pas dire que ce qu'il récapitule est récent par rapport à ce document. Ça peut être en fait décalé de 2 ans. Voilà. Oui, il y a un problème avec 2 ans et 5 mois, parce que l'addition de ce qu'on a, ça donne 2 ans et 4 mois. Donc, soit c'est une erreur de calcul, soit on ne comprend pas quelque chose, parce qu'ils n'ont pas inclus les mois intercalaires dans le calcul, parce qu'à cette fois, il faut faire 2 ans et 6 mois. Donc, c'est un problème. Bon, un des problèmes pour lesquels je n'ai pas de solution. Et puis, on continue avec le bashitum, qui est en fait rangé parmi les dépenses, ce qui est logique. Logique pour la comptabilité mésopotamienne, mais en général, la comptabilité, c'est même moderne, c'est contre-intuitif, parce que ce qui reste sont les dépenses. Ouais, voilà. Ce qui n'a pas été dépensé, ça fait partie des dépenses, en quelque sorte de l'actif, ouais, voilà. Si on parle en termes modernes. Et puis, il y a un petit ajout sur des dépenses du dernier moment, et puis le total. Et le total, il précise que tout ça est fait dans le cadre de l'apurement des comptes de Mukanichon. Voilà. C'est pour ça qu'on le sait. Et voilà, maintenant, un peu de comparaison avec les bordereaux, ça veut dire avec les documents ponctuels créés à noter telle ou telle dépense aux réceptions. Alors, c'est pour les réceptions. Curieusement, en fait, les réceptions de l'année 2004 sont en réalité des réceptions de la fin de l'année, qui ont été incluses pour quelques raisons dans cet apurement de compte.
Sans doute, l'apurement des comptes précédents a été fait juste avant. Et on a pu identifier les deux textes qui font ce total. Voilà, sont les deux textes du mois 12 de Zimmelheim 4, en effet. Et ils ont les deux survécu, ce qui est un peu aberrant, parce que pour les périodes plus récentes, il y a beaucoup moins la taux de survie est beaucoup moindre. Voilà, parce que quand on regarde sur les réceptions en deuxième et quatrième fois, ça veut dire logiquement de la période de 2005 au mois 3 de 2007, on voit un décalage, beaucoup de décalage en fait. On voit que les totaux dépassent beaucoup les totaux des documents journaliers qu'on a pu identifier. Ça prend beaucoup de temps, mais je ne montre pas ces textes parce qu'il y en a beaucoup et j'ai déjà commence déjà à être en retard. Voilà, donc on voit que si on juge par les montants, au moins la moitié, dans certains cas, de texte a été perdu. Et c'est gênant parce qu'on comprend quand tout est perdu, on comprend quand rien est perdu, on comprend quand 10% sont perdus parce que ce sont des choses, peut-être des tablettes détruites lors des fouilles, etc., des tablettes non identifiées à cause de leur mauvais état, mais on ne comprend pas quand c'est la moitié qui est perdue, donc c'est aux 2/3 ou quelque chose comme ça. On ne voit pas pourquoi tel document a été conservé et l'autre ne l'a pas été. Voilà. Pour les rachats, hélas, on ne peut pas comparer parce que le montant dans le récapitulatif est perdu, mais on voit d'ailleurs qu'il y a ces documents, il y a même un récapitulatif de ces documents, et c'est en effet l'argent des rachats que Mukanishum a reçu en Zimmelheim 5. Puis, il y a ce petit entrée sur les restes, et on a un document qui parle de la fabrication des mêmes objets, mais pas le document qui a enregistré ces restes. Il a été perdu. Et puis, dans les dépenses de l'année 5, on voit aussi qu'une partie indéterminée de documents a disparu. Les dépenses de la première à troisième fois, qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, il y a beaucoup de textes, en fait la plupart de textes, la grande majorité de textes qui n'existent plus parce qu'on a très peu de textes de ce genre de cette période, mais il y a heureusement le dossier du quatrième fois, et on voit en fait que ces textes ont été regroupés autour d'un sujet. Ces fois, ce n'est pas chronologique, c'est thématique. Et à cette fois, c'est les dépenses pour la fabrication d'un palanquin. En fait, du palanquin de la prêtresse Inibshina, qui est aussi la cousine de Zimmelheim. Voilà. Et ces textes, par une raison inconnue, ont été conservés dans leur quasi-totalité. Mais il y a aussi des récapitulatifs, donc on a beaucoup de données grâce aux récapitulatifs, pas seulement aux documents journaliers. Donc c'était quelque chose, la fabrication d'un objet précieux pour lequel on faisait beaucoup de papier, beaucoup de documents, et en fait on faisait des calculs, des récapitulatifs pour voir tout ça. Et on voit que en ce cas-là, on a pu identifier pratiquement tous les documents originaux. Voilà. Les chiffres coïncident là où c'est possible. Avec des pertes, évidemment, mais des pertes de quelques pourcents, c'est normal, parce que un document, ça peut toujours être perdu grâce à la mauvaise chance, mais pas la moitié. Voilà. Et ça continue dans le même sens pour les achats et pour les dépenses du dernier moment. Avec les dépenses du dernier moment, il y a une faute intéressante dans le récapitulatif, c'est marqué en rouge, parce que le texte original, il indique un cycle 20 graines, et le texte du récapitulatif indique 2 cycles. Alors, le scribe s'est trompé, mais il est intéressant qu'en regardant les totaux, on voit en fait que dans les totaux, le scribe ne s'est pas trompé. Donc, il s'est trompé en écrivant, mais il a fait les totaux pas sur son récapitulatif, mais sur ses originaux, parce qu'il ne s'est pas trompé dans les totaux.
Voilà, c'est peut-être une petite chose, mais c'est quand même intéressant de voir comment ça fonctionnait dans la vie réelle, une pratique anthropologique, c'est-à-dire on comprend comment ça s'était fait dans la vie réelle. Et voilà, c'est le dernier slide. On compare enfin les réceptions au total et les dépenses au total, et on voit qu'ils ne coïncident pas pour Mukanishum, donc ce n'est pas une situation idéale. On voit que c'est un texte réel, ce n'est pas juste un rituel pour montrer que le fonctionnaire est bien, c'est une chose réelle, on a vraiment comparé tout ça, bien calculé jusqu'à demi-graine, oui, à la précision d'un demi-graine. Voilà, et ça ne coïncide pas, il y a beaucoup trop de dépenses d'or blanc, il y a en revanche, il a dépensé beaucoup plus d'or rouge qu'il a reçu, il a dépensé beaucoup moins d'or blanc qu'il a reçu. Mais en fait, ce sont deux substances qui sont interchangeables. Il suffit de purifier l'or blanc et ça devient l'or rouge. Alors, il y a, entre ces deux chiffres, il y a un rapport qui pourrait justifier cette différence. Mais en fait, ce rapport fait la différence entre l'or blanc et l'or rouge de à peu près 16%, ce qui est beaucoup trop. C'est pas beaucoup trop, mais ce qui est trop, parce que normalement la différence c'est entre 11 et 14%. Mais admettons qu'il a juste converti une partie d'or blanc en or rouge et ça satisfait les contrôleurs. Il y a aussi un petit montant d'argent qui manque. Voilà, il n'a pas pu expliquer où est passée une demi-mine d'argent. Mais il n'a pas été licencié, il n'a pas été exécuté, il n'a pas été empalé. Donc on voit que les contrôleurs ont été satisfaits par la procédure. Il a continué son travail. Et on voit que tout le monde comprenait que sur deux années, on pouvait perdre la trace d'une demi-mine d'argent facilement quand on gérait des centaines de mines. Et on l'a pardonné, donc ça n'a pas eu de conséquences. Peut-être elle a sorti cette demi-mine d'argent de sa poche et donné au roi pour rembourser cette différence. Voilà, je vous remercie de votre attention.